Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Bonjour mesdames, messieurs, rebonjour Frédéric Danet pour vous servir, journaliste magazine Marianne, entre autres sur les questions d'environnement, habituel même des débats de la SITL, des débats plus ou moins verts. Le vert a beaucoup de teintes à la SITL, en tout cas là on en a une. La transition énergétique, alors c'est un peu le sujet récurrent qui peut passer pour une tarte à la crème et qui est passé par plein de phases. Ce débat, on est passé par du tout. Vous savez, on aime bien les saints Graal en France, on aime bien trouver les solutions uniques. Et ici, on est passé par des phases. C'est l'hydrogène qui va résoudre nos problèmes, ou c'est le GNV, ou c'est le bio-GNV, ou c'est le GNL, ou c'est l'électricité. On passe du tout au tout. La question là, hydrogène, bio-GNV, électricité, où en est la transition énergétique du transport? Vous avez bien compris qu'on parle de mix énergétique. On va voir ça, mesdames, messieurs, avec Laurane Mounet. Vous êtes vice-présidente de France Mobilité Gaz. Vous êtes directrice commerciale adjointe de Engie GNV. Romane Potocki, vous êtes senior manager énergie et mobilité chez Wavestone. Antoine Dupont, vous êtes chef de service adjoint service transport et mobilité à la direction ville et territoire durable de l'ADEME. Et Jean-Yves Gauthier, merci d'être là. Vous êtes président de Gauthier Fret Solutions. A priori, c'est votre société. Et président, c'est ça, président de la FNTR Bretagne. Pardon, je pensais que vous étiez vice-président. Antoine Dupont, est-ce que l'ADEME peut nous faire, par votre voix, un petit point d'étape, un bilan de la transition énergétique? J'ai l'impression qu'elle s'est cherchée un peu partout. On a cherché vers une solution presque unique plutôt que d'autres. Et là, on s'achemine vers quoi? Vers un mix énergétique ou, mine de rien, vers le tout électrique? Alors, ce sera le débat d'après. Là, tous mes confrères, dont moi, j'ai fait un papier dans Marianne sur l'électrification des camions, on a l'impression qu'on ne parle plus que de l'électrique aujourd'hui. On en est où? Alors, déjà, merci de permettre à l'ADEME de s'exprimer sur le sujet. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre transport en France, donc on a une grosse moitié qui est liée au déplacement des particuliers. Et on a à peu près 35-40% qui est lié notamment au transport de marchandises routier. On a eu des gains d'efficacité très importants parce que les moteurs se sont améliorés, parce que l'emport s'est optimisé. On a eu énormément de gains. Mais ces gains-là ont été majoritairement absorbés par l'augmentation de la demande de transport. Et si on regarde la tonne kilomètre transportée annuelle en 2023 par rapport à 1990, elle a augmenté de 40%. Et on a le même sujet sur le transport de voyageurs. C'est l'effet rebond. Pas forcément l'effet rebond, c'est les modes de consommation qui évoluent, c'est l'aménagement du territoire aussi qui est sous-jacent. Je rappelle quand même un chiffre important. En France, on a un réseau viaire, un réseau de routes qui est quand même à 1 100 000 km, quasiment le double de l'Allemagne. Donc on est aussi dépendant d'un système routier de par l'aménagement et la manière dont on a construit le territoire. Donc c'est multifactoriel. Après, si on regarde par vecteur énergétique, effectivement il y a quelques années, mais c'est encore le cas, on parle beaucoup de l'hydrogène. L'hydrogène qui, enfin la filière en tout cas, vit des moments difficiles. On a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte ou décalent leurs projets d'investissement et on y reviendra plus tard. L'électrique, il y a une dynamique. On en reparlera plus précisément, c'est intéressant. Il y a des TCO qui commencent à être compétitifs. Néanmoins, on parle que de 0,3% du parc total de poids lourds aujourd'hui qui est électrique. Et sur le marché du neuf, on est entre 2 et 3%. Donc on est très loin d'une vague qu'on peut observer dans d'autres pays européens. Dans les pays scandinaves, sur l'électrique, on a des parts qui avoisinent maintenant les 20% de neuf.
aux Pays-Bas également, mais en France, on est encore à 2 ou 3%, et je pourrais expliquer un peu les raisons. Expliquez-nous, Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est il y a le CAPEX qui est important. On sait que les transporteurs routiers, mais je ne suis pas le mieux placé ici pour en parler, ont des marges nettes qui sont relativement faibles, donc des capacités d'investissement qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Et ce, d'autant plus dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie où les trésoreries vont être extrêmement chahutées. Deuxième raison, c'est parce qu'on parle beaucoup du véhicule, mais il y a l'infrastructure de recharge. On sait qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir se projeter avec certitude sur un calendrier de déploiement de bornes haute puissance. On parle de raccordements qui peuvent durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans, donc c'est difficile de se projeter, c'est un second élément. Le troisième, c'est aussi les questions autour de la volatilité des prix de l'électricité, notamment sur des recharges bornes publiques. Et on a un quatrième aussi vecteur qui est l'accompagnement au changement classique, parce que transitionner une flotte, c'est pas que changer des camions, c'est des plans de circuit, enfin des trajets qui sont potentiellement déstructurés. Ce sont aussi de l'accompagnement de la formation à la conduite. Enfin voilà, il y a tous ces éléments qui font dire que l'électricité a beaucoup d'avenir, mais il y a encore des étapes à passer, ou en tout cas de l'accompagnement complémentaire. À l'ADEME, on a des programmes pour financer le CAPEX. Donc, programme e-Trans, on a financé un peu plus de 1200 poids lourds électriques. On va bientôt lancer un nouveau dispositif complémentaire, mais ce n'est pas que la seule solution. Après, sur le gaz, alors il y a les biocarburants d'un côté, le biogaz de l'autre. On est encore sur des parts de marché qui sont de l'ordre de 1-2%, donc ça reste restreint. 96%, ça reste le thermique classique. Donc le match n'est pas plié pour aucun vecteur énergétique, même si, et je finirai là-dessus, l'électrique reste, compte tenu à la fois des critères environnementaux en analyse cycle de vie, quand même la solution la plus vertueuse, puisqu'on parle en analyse cycle de vie comparativement à un thermique à des réductions en émissions de gaz à effet de serre à peu près à moins 60, moins 70, voire moins 80%, donc on a les gains. Si on réduit tout aux seuls effets de serre, si on alors, tient compte du berceau à la roue, etc., de l'extraction je prends en analyse cycle de vie complet. Par ailleurs, sur la qualité de l'air, on a des gains substantiels. Et on le sait que dans les zones urbaines, même si les ZFE sont tensés, on sait que sur les qualités de l'air, il y a quand même des avantages non négligeables de passer à l'électrique comparativement à d'autres vecteurs énergétiques. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est environnementalement plus correct que le reste électrique compte tenu de l'extraction des matières et de la fabrication des batteries? Vous connaissez la polémique, oui? Oui, tout à fait. Et c'est la même chose sur les véhicules électriques, des particuliers. On est sur des ratios, en gros, de 2 à 3 fois moins impactants sur l'ensemble de l'analyse de cycle de vie. Est-ce qu'on peut faire un point réglementaire? Qu'est-ce qui oblige, qu'est-ce qui encadre la transition énergétique pour les transporteurs et le secteur de la logistique, et quels sont les objectifs affichés en Europe et en France? Donc il y a eu la publication de la stratégie nationale bas carbone, la version 3, qui induit quand même, si on veut coller à la trajectoire sur le transport, des parts de véhicules électriques neufs extrêmement important, puisqu'on dépasse, je crois de mémoire, on est à 45 ou 46%, je crois, horizon 2030. On est à 2% aujourd'hui, donc on peut le dire, clairement on n'y sera pas, ça c'est sûr. Donc il faut se poser la question, parce que comme l'objectif in fine qu'il faut garder, c'est la neutralité carbone à horizon 2050, plus on prend de retard aujourd'hui, plus la marge va être haute à franchir dans les années qui vont suivre. Alors, c'est neutralité carbone pour tous les secteurs? Alors sur le transport, on est à moins 90 ou moins 95% à horizon 2050, il y a toujours un peu de résiduel. C'est beaucoup, hein. Mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Le secteur des transports reste le premier secteur émetteur en termes d'émissions de GES. En France, on est aux émissions de gaz à effet de serre, on est à 33-34% des émissions totales françaises. Donc ça reste le premier vecteur de réduction des émissions globales à l'échelle française, d'autant que c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses émissions, comme je l'ai dit, contrairement à l'industrie, l'habitat, l'agriculture et les autres secteurs émetteurs.
Après, il y a des révisions européennes en cours. Donc la Commission, il y a des débats au niveau de la Commission plutôt, qui a l'initiative législative à l'échelle européenne. Donc il se peut que les objectifs et le cadre réglementaire européen évoluent. On l'a vu, ça a été le cas sur la fin de vente des véhicules thermiques pour les particuliers à horizon 2035. C'est pas passé au Conseil et au Parlement, mais bon, vraisemblablement ça va passer. Donc il se peut qu'il y a aussi le pendant, il y a des discussions en cours sur le poids lourd et sur le transport routier notamment. Et après je finirai juste sur un point. Sur le maritime, puisque dans la logistique il y a quand même un pilier maritime important, va être annoncé cet après-midi au ministère de la Transition écologique le lancement dans le cadre du système européen ETS maritime. Le marché du carbone. Voilà, le marché carbone européen, des appels à projets pour accompagner la filière à décarboner. Il y aura 3 volets, il y aura les chantiers navals, les ports, électrification à quai et les navires. Et donc ces 3 dispositifs-là, enfin cet appel à projet avec ces 3 sous-sujets va être opéré par l'ADEME justement, et l'enveloppe budgétaire pour les 12 mois à venir est de l'ordre de 60 millions d'euros. On avance aussi un peu dans le maritime. Et dans l'aérien, il y a la réglementation européenne Refuel EU qui impose des taux d'incorporation de carburants d'aviation durable. Là, on est face à une équation compliquée, puisque les objectifs européens d'incorporation de carburant nécessitent une énergie primaire pour produire ces carburants alternatifs extrêmement élevée. Et donc, comme on a un système électrique qui n'est pas infini, il va falloir faire des règles d'attribution finalement de l'énergie. Et clairement, dans les carburants d'aviation durable et tous les e-carburants au sens large, on a besoin d'une énergie primaire qui est colossale. Et donc l'énergie finale qui en sort est relativement faible. Et donc c'est pour ça que l'électrique pure est beaucoup plus intéressante d'un point de vue efficacité énergétique de la production jusqu'à l'utilisation à la route. Oui, les e-fuels, en gros, c'est l'hydrogène produit par électrolyse, plus du CO2 capté dans l'air. Et on fait de la méthanation. Et effectivement, il y a beaucoup de pertes en ligne. Roman Potoki, que pense Wavestone de la transition énergétique? Déjà, peut-être un mot sur Wavestone. Oui, bonjour à tous. Wavestone, c'est un cabinet de conseil et on accompagne les acteurs de l'énergie ou du transport à se transformer et en particulier, évidemment, à se décarboner. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, déjà, il y a un mot, vous avez parlé de match. Nous, aujourd'hui, on considère que c'est pas exactement un match, puisqu'en fait c'est plutôt une course sur chacun des segments pour mûrir. Et aujourd'hui, même si on partage l'avis de l'ADEME sur le fait qu'à long terme l'électrique aura une part prépondérante, l'électrique n'est pas encore mûre pour tous les usages, elle l'est pour certains, on y reviendra. Mais surtout, le gène vert aujourd'hui répond à certains usages et est mature aujourd'hui. Et on y reviendra aussi parce qu'il y a la difficulté du gène vert, c'est notamment le fait d'avoir une répartition, plutôt un usage avec d'autres secteurs d'activité qui vont avoir besoin de ce gaz renouvelable. Et donc il y aura une compétition quelque part entre les usages. Mais nous, ce qu'on dit en tout cas, c'est il faut démarrer maintenant. On parlait du TCO, l'électrique. Le TCO électrique, même si aujourd'hui il n'est pas toujours intéressant, les prix sont en train de se stabiliser, de se rapprocher. On a déjà quelques cas d'usage qui sont rentables, c'est-à-dire des camions qui roulent beaucoup, qui sont principalement chargés au dépôt, où là on a une maîtrise du coût de l'énergie. On parlait d'explosion des coûts énergétiques, mais au dépôt, en fait, il est possible d'avoir des contrats relativement long terme et donc de stabiliser ce coût de l'énergie. Pour un transporteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la visibilité sur son prix. Ça veut dire ne pas être dépendant des hausses du coût du diesel, comme on peut le voir ces derniers mois. C'est quel type d'usage, par exemple, ou quel type de filière? Alors, le plus mature, ça reste le régional, voire même le plus local, mais en tout cas, des poids lourds qui n'ont pas besoin de faire une recharge en itinérance. L'itinérance, il y a quelques tronçons aujourd'hui qui sont opérationnels et qui permettent d'aller plus loin qu'une centaine de kilomètres. Mais si demain, j'avais un conseil pour un logisticien ou un transporteur, c'est commencer déjà sur les cas d'usage locaux de 300 km. Et là, en gérant de bout en bout toute la chaîne, en étant bien accompagné, vous allez déjà avoir des gains TCO et une maîtrise de vos coûts. Et puis la recharge en itinérance coûte très cher, en général. Alors, plus cher que la recharge au dépôt. Elle coûte plus cher que la recharge au dépôt, elle coûte quand même moins cher que le carburant ou que le diesel. En fait, la difficulté, c'est plutôt... pas sûr, ça, hein. Bon, ça se regarde en tout cas sur le TCO, sur le nombre de kilomètres, puisque globalement, un camion, un peu comme un véhicule léger d'ailleurs, il ne va pas se recharger uniquement en itinérance. S'il a besoin de faire une recharge pour compléter sa tournée, finalement celle-ci va peut-être être plus chère, mais la suivante, le plein complet, lui, se fera à l'entrepôt.
Donc on reste de toute façon gagnant d'un point de vue énergétique. Et la pertinence du GNVR pour faire plaisir ou pas à Madame Mounet? Alors, je vais laisser répondre évidemment sur tous mais je les veux votre atouts point du de vue, GNVR. Nous, ce qu'on pense, alors, déjà, c'est une technologie qui est mature. Il y a plus de poids lourds aujourd'hui qui sont immatriculés en GNVR qu'en électrique. Par contre, vous l'avez souligné, la tendance, elle est quand même plutôt électrique. Dans les pays nordiques ou les pays bas, par exemple, on est plutôt autour de 20% de ventes en électrique. Et donc ça veut dire qu'on va concrètement avoir une croissance qui sera plus forte sur l'électrique que sur le gaz. Maintenant, si on veut regarder juste le bilan carbone à très court terme, le GNVR est une solution parmi d'autres, oui. Monsieur Gauthier, comment ça se passe chez vous, dans votre société, la transition énergétique? Vous avez transitionné, vous êtes en train? Alors, juste une photo. Donc, GFS est une société en Bretagne qui fait de la messagerie, de la distribution, un peu de national. Donc, on a 250 véhicules. Aujourd'hui, on a 40 véhicules obéissants, les plus vieux. On a, au mois de juin, on aura 19 véhicules électriques, 17 porteurs et 3 tracteurs. Et Porteur, puis, quel tonnage? 16 tonnes 16 et tonnes. 3 tracteurs qui font du régional. Et puis on a 6 tracteurs au gaz liquéfié. C'est vrai que si on reprend il y a 10 ans, il fallait vers le gaz. La grande distribution poussait à aller vers des véhicules au gaz en double poste. Et GNC, GNL, les deux? les deux, ouais, enfin plutôt GNC d'ailleurs. Mais c'est arrivé à maturité où il y avait le TCO était rentable. Après, on a eu la crise avec l'Ukraine où là, le gaz est monté très très fort et il valait mieux laisser les camions dans la cour que de les utiliser. D'ailleurs, Trump a annoncé aux Européens que puisqu'ils étaient vilains, ils restreindraient les exportations de GNL. Ouais. Voilà. Bon. Non, mais aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire c'est la bonne solution. Alors nous, en 2021, on a commencé à avoir notre premier porteur électrique. Alors c'est vrai qu'en même temps, on parlait de l'hydrogène, ça va être l'hydrogène, c'est pas l'électrique, les batteries. Vous n'êtes pas allé à l'hydrogène d'ailleurs? Bon, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et puis les protos qu'il y a eu, j'ai un collègue dans le sud de la France qui avait monté un proto avec Kamaz, Carrefour, c'est un proto, parce qu'il est resté qu'à l'état de proto. En plus, il a pris Kamaz, qui est une marque russe, donc pour avoir... donc le camion, il fait de l'exposition. Non, plus sérieusement, bon, c'est vrai que quand on décide d'aller... C'est une révolution pour nous, hein, parce que tous les transporteurs aujourd'hui ont des cuves à carburant chez eux. Ils peuvent avoir du baissant. Ça a été notre cas. Les 2 sites que j'ai équipés, c'est parce que j'avais pas de station diesel en interne. Le baissant, c'est biodégradable, c'est facile à installer. On fait pas énormément de kilomètres en distribution, donc le surcoût de consommation, bon, il est absorbable. Et le baissant suit la courbe du diesel avec à peu près un mois de retard, quoi. Donc, quand il augmente. Donc, ça, c'était simple de faire ça. Mais pour le futur et l'électrique, on pense que c'est la meilleure solution. Alors, nous, on a démarré sur l'activité régionale parce que en activité dite messagerie, c'est des tournées de moyenne de 150 km, donc pas de problème d'autonomie. La messagerie, on utilise le camion 12 heures par jour, à peu près, enfin de 7 heures du matin à 7 heures du soir, pour faire simple. Donc on a toute la nuit pour le recharger. Donc en recharge lente, ça coche la case. On n'a pas besoin de grosses infrastructures. On met des bornes 22 kW. Quand on commence à avoir des tracteurs où là, il faut penser aussi à les réutiliser, on a besoin d'avoir de la recharge rapide. Donc là, on monte sur du 240 kW, 360, bientôt 600, peut-être 1000. Donc là, il faut vraiment des gros transfos. Donc c'est un vrai coût. Et c'est aussi après tout ce qu'il faut intégrer autour, hein. Donc, autant bon, l'électrique a démarré dans la distribution. Vous voyez tous les grands noms de la messagerie, de Geodis à Schenker, Daxer, sont tous maintenant XPO, enfin sont passés à l'électrique en distribution locale, voire régionale. Et puis le produit Mercedes a été le premier à avoir un camion avec 600 km d'autonomie. Alors il a plutôt une cabine qui est plutôt pour faire du national, mais il a une autonomie de 600 km, ce qui coche complètement la case du régional. Donc aujourd'hui, un chauffeur qui fait du régional, en général, il part de l'agence, il revient à l'agence. S'il a cette autonomie-là, bah, il fait le job. Voilà. Donc après, bah, c'est sûr qu'il faut installer des transfos, il faut des bornes et des bornes de recharge rapide.
on peut pas mettre une borne par camion, hein, donc il faut gérer comment on le recharge, quand. C'est tout un nouveau job, mais d'un autre côté, c'est aussi un projet. C'est-à-dire que d'embarquer les gens de chez soi avec un projet électrique, c'est changer les codes, c'est changer la façon de travailler. C'est aussi la nouveauté, c'est bien dans une entreprise quand on doit évoluer. Voilà. On va y venir ça justement au changement dans votre travail lié à l'électrique, mais manifestement, vous irez de plus en plus vers l'électrique et le gaz et le GNL, alors peut-être le GN vert et le B100, vous allez les restreindre, les diminuer, ou ils restent pertinents pour certains usages? Bon, le B100, je l'ai fait par facilité, hein, c'est que comme je vous disais, j'avais pas de station, et c'est des petits sites à Brest et à Quimper. Puis c'est bien subventionné, le B100, c'est moins cher. Non, enfin c'est un petit peu moins cher, mais ça consomme un peu plus, il y a un peu plus d'entretien, donc c'est kiff bricot. C'est pareil que le diesel. Ouais. C'est pas là que ça se situe. Et par contre, le B100, j'irai jamais mettre ma flotte entière au B100 parce que on parle de zéro artificialisation des sols, laisser la terre aux agriculteurs. Moi, je trouve que prendre de la terre pour faire du colza, pour mettre dans les véhicules, vaut mieux utiliser la terre pour nourrir la population. Quand on sait qu'en agroalimentaire, on apporte beaucoup de choses, je pense qu'il faut quand même penser à l'agriculture en premier pour l'occupation des terres. Donc vous n'êtes pas pour soutenir la filière colza? Non, je l'ai pris par... C'est un gros lobby. Hein. Oui, je sais. Le président de la FNSEA et le président d'Avril. Donc c'est un hasard si le B100 est autant aidé par l'État. Oui, mais c'est aussi... Je vais vous dire que nous, FNTR, parce que je suis à la FNTR Bretagne, mais je suis aussi au conseil de direction de la FNTR à Paris, à un moment donné, on a poussé pour que parce qu'on avait les obligations, vous savez, avec les Jeux Olympiques de 2024, on voulait être plus propre que propre en France. Et donc, on allait dire, il faudra l'électrique. Voilà. Et on a aussi adhéré au fait que le B100 puisse avoir un critère intéressant pour pouvoir entrer dans Paris. Et c'était une manière aussi de trouver une solution parce qu'on allait dans l'impasse autrement. Laurent Mounet, le GN vert. Alors le GN vert est produit à partir notamment de la méthanisation. Donc finalement, on peut se poser la même question que pour les champs de colza. Est-ce qu'on ne va pas faire du champ de maïs uniquement pour faire du gaz? Vous allez me répondre que la loi l'interdit, les cultures dédiées, c'est 10 ou 15% du volume d'un réacteur. Donc en fait, je n'aurais pas dû vous poser la question vu que je viens d'y répondre. Le gisement est suffisant pour faire du GN vert, pour l'ensemble du monde du transport, selon ses usages? Oui, bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est rigolo parce que vous parlez de GN vert comme le nom du carburant. En réalité, GN vert, c'est le nom de ma société, filiale du groupe Engie. Le carburant, c'est le GNV, donc carburant gaz naturel pour véhicules, ou plutôt le bio-GNV en ce qui nous concerne là maintenant. Effectivement, pas d'inquiétude sur les gisements. Hein. Ce que vous appelez les gisements, c'est les matières premières qui servent à fabriquer le biométhane. Il n'y a pas que les déchets agricoles en méthaniseur, il y a aussi... Pardon ? Il n'y a pas que les déchets agricoles en méthaniseur, il y a aussi... Il y a tout un tas de déchets. Il y a effectivement les déchets issus de résidus agricoles, résidus de culture, lisiers, tout ce qui est effluent d'élevage. Il y a également les boues d'épuration, par exemple, issus des steppes, mais également tout ce qui est déchets organiques, ce qui vient de la collecte des déchets telle qu'on la trouve aujourd'hui dans toutes les villes en particulier. Et tous ces déchets, au contraire du colza, hein, comme l'indiquait M. Gauthier, sont des déchets qui n'auraient pas de valorisation autre que la méthanisation. Donc, fabriquer du biométhane à partir de ces déchets permet finalement de valoriser du carbone qui est déjà présent dans l'atmosphère et le valoriser pour faire de l'énergie et l'utiliser en carburant. En même temps, on peut se dire, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, on va faire des porcheries industrielles juste pour avoir du lisier pour faire du kilowattheure. J'imagine qu'ils ne font pas que du lisier et qu'ils utilisent le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Oui. J'avais pas pensé à cette chute, certes, mais du coup, le prix du cochon européen a chuté, ce qui a exercé une concurrence déloyale, notamment sur les cochons bretons. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a suffisamment de gisements, donc de matières premières, ce qu'on appelle les intrants, pour méthaniser, pour produire suffisamment de biométhane pour la mobilité? La réponse est oui.
aucune inquiétude par rapport à ça. Alors je vais vous donner déjà les chiffres actuels. Les chiffres actuels, la capacité installée, c'est-à-dire la capacité de production du biométhane en France, c'est 15 TWh. On parle d'énergie, hein, donc en TWh. 15 TWh, l'ensemble de la mobilité GNV en 2025, c'est 5,4 TWh, dont 3 TWh en bio. Donc finalement, aujourd'hui, on pourrait, avec l'ensemble du biométhane produit, couvrir 3 fois l'ensemble du parc circulant GNV, si vous voulez, si tout était bio, s'il était 100% bio. Après, pour l'avenir, si on prend l'exemple de la stratégie nationale bas carbone dont parlait mon voisin, celle-ci est ambitieuse en termes de production de biométhane, puisqu'elle prévoit une production à horizon 2030, donc c'est bientôt, de 44 TWh, donc une multiplication par 3 de la production actuelle. Personnellement, ça me semble ambitieux. Mais ce qui est indéniable, c'est que les 15 TWh actuels sont produits par 800 méthaniseurs, 800 implantations. Et aujourd'hui, dans les tuyaux, donc la pipeline de projets, il y a plus de 1000 projets. Donc rien qu'avec les projets en cours qui vont sortir dans les prochains mois, dans les prochaines années, on aura une production de plus du double de ce qui est aujourd'hui produit en termes de biométhane en France. Donc par rapport à la disponibilité de matières premières, la disponibilité de biométhane pour la mobilité, il n'y a aucune inquiétude à se faire. On ne prévoit pas d'ailleurs une croissance exponentielle du marché du GNV, mais rien que accompagner la croissance du biométhane permettrait déjà de décarboner le transport lourd de manière très satisfaisante. Monsieur Dupont, vous sembliez... J'ai vu quelques mimiques sur votre visage. Non, je voulais revenir sur le B100 d'abord. Il y a quand même un gisement qui est limité en France. C'est-à-dire que le colza, on l'a dit, on reste quand même sur un plafond. Et donc, toute augmentation de la consommation de B100 induit un effet extérieur, c'est-à-dire une importation ou une production dans un pays tiers, puisque la demande augmente, donc le prix augmente, et donc ça met des gens à cultiver du colza à l'autre bout du monde. Et donc on a des effets en termes d'impact environnementaux qui sont importants et qui sont souvent un peu mis de côté. Et si on les intègre dans, on va dire, l'impact global du B100, on voit que finalement, d'un point de vue strictement environnemental, le B100 n'a pas forcément d'avantage si criant que ça. Donc c'est important, et que par ailleurs on peut se poser la question du coût d'abattement, c'est-à-dire le coût pour les finances publiques, parce qu'il y a le suramortissement, il y a la vignette critère 1 et il y a le remboursement partiel, et donc c'est un coût pour les finances publiques, et si on le met ce coût au regard des gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on voit que c'est peut-être pas là qu'il est le plus intéressant de mettre de l'argent pour accompagner la décarbonation du transport routier. Et pourtant, c'est là où le gouvernement met beaucoup de sous sur le Parlement est souverain. En tant qu'agence d'État, je ne me positionnerai pas, mais ça pose question. Certes, mais le gouvernement justement a voulu réduire, avait voulu réduire la subvention. Il a tenté. Et l'Assemblée nationale a refusé. Je pense en tout cas la discussion était intéressante à mener. Alors sur le GNV, en fait, parce qu'on parle de 30 TWh de capacité à 2030, à peu près dans ces ordres de grandeur, mais ça reste quand même limité au regard de la consommation énergétique globale du transport routier. Puisque 30 TWh, c'est en gros 10% de ce qui est consommé dans le gasoil routier. Donc quand bien même il y aurait une multiplication par 2 ou par 3 de la production énergétique du bio GNV, on serait quand même sur une part limitée de la consommation énergétique globale du transport. Et donc ça veut dire que c'est une solution, certes, mais que celle-ci ne sera pas majeure au regard à la fois de ce que je viens de dire et aussi de la part en termes de véhicules vendus neufs aujourd'hui, puisqu'on est à 1,8 ou 2,5, enfin, à peu près dans ces ordres de grandeur. Donc ça reste quand même une part limitée.
Même si l'électrique, on est encore aussi dans une part limitée, mais le potentiel de croissance, lui, est plus important. Et sur l'hydrogène, puisque vous l'aviez évoqué, je crois que c'est 16 véhicules ou 15 véhicules vendus l'année dernière. Je crois que c'est 9 même. Même 9, Ouais, donc donc encore c'est 2 fois moins. Donc on est vraiment sur quelque chose d'epsilonesque par rapport aux 600 et quelques mille véhicules vendus sur le marché poids lourd en 2025. Monsieur Potoki. Non, j'allais juste préciser, genre je veux pas faire l'arbitre sur le gaz, hein, c'est pas, Si, pas mon rôle, mais ça ça peut a être un le rôle de avantage quand même Weston. qu'on n'a pas soulevé, c'est que le biométhane, lui, il est souverain puisqu'il est produit en France. Donc ça, c'est à mettre dans la banette, on va dire, ou dans les points positifs. En revanche, ce biométhane, il n'est pas utilisé pour d'autres usages dans l'industrie, d'autres usages qui eux sont difficiles à électrifier. Et donc, Lesquels, par exemple? ça peut être l'industrie, ça peut être la métallurgie, ça peut être des usages, ou même les ports, même peut-être demain les bateaux. En fait, ce sont d'autres moyens de transport ou d'autres industries pour lesquelles mettre une batterie est compliqué. Demain, un avion à batterie, on n'y est vraiment pas. C'est-à-dire, c'est pas demain, c'est plutôt après, après-demain. Alors que des camions électriques avec des batteries, c'est aujourd'hui, quoi. Et donc pour moi, un des enjeux, c'est d'intégrer le bio-GNV comme un des leviers à court moyen terme, qui va avoir donc une croissance, mais elle sera bien moindre que l'électrique. Et l'électrique, pour le coup, c'est le moyen, on va dire l'énergie qui devrait avoir le plus de croissance dans les 5, 10, 15 années à venir. Et le H2, en tout cas, nous, c'est vrai que il y a encore 2-3 ans, on se disait peut-être que pour certains cas d'usage, certaines expérimentations, certains tronçons, etc. Mais tout ça, on se rend compte que c'est beaucoup trop cher. On est à un TCO qui est 2 fois supérieur au diesel, donc c'est juste absolument inaccessible. Il n'y a pas de station, ou alors il y a quelques stations d'ailleurs, mais il y a très peu de stations et il n'y a pas de véhicule en face. Donc aujourd'hui, la dynamique sur le H2 n'a même pas démarré. Vous voulez dire entre lignes que le GNV serait une énergie de transition dans la transition énergétique pour aller vers l'électrique? En fait, transition impliquerait que ça disparaît à terme. C'est un mauvais terme, à mon sens, pas le cas. Par contre, c'est pas une énergie dominante à l'avenir. C'est plutôt ça. Madame Mounet, défendez votre cas. Ah mais je partage complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que le bio-GNV n'a pas du tout la prétention d'être l'énergie dominante à l'avenir. Il est indéniable que ce sera l'électricité qui sera l'énergie de la transition énergétique. Simplement, ça va se faire progressivement, et c'est ce qui a été dit également, au fur et à mesure de la décroissance du TCO, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même 2 problématiques avec l'électrification, c'est les TCO en fonction des usages, et puis les contraintes opérationnelles qui peuvent être des contraintes de poids, qui peuvent être des contraintes d'autonomie, qui peuvent être des contraintes d'avitaillement. Aujourd'hui, le bio-GNV est l'une des solutions qui s'additionne à l'électricité, qui s'additionne au B100, qui s'additionne au HVO. On a besoin de toute une palette de solutions pour réussir à décarboner le transport lourd. On l'a rappelé, hein, aujourd'hui, l'énergie dominante, c'est largement devant toutes les autres, le diesel. Et l'objectif commun de toutes ces énergies, c'est remplacer le diesel. Donc, ce n'est pas seulement avec l'électricité, comme ce n'est pas seulement avec le bio-GNV qu'on arrivera à remplacer le diesel. Il faut bien s'appuyer sur toute une palette de solutions. Le chemin est long pour la décarbonation du transport lourd et on a besoin de toutes les solutions. Ce qui est important, c'est de laisser le choix aux utilisateurs, laisser le choix au monde du transport, puisque finalement, ce sont eux qui portent les contraintes sur leurs épaules, qui portent les contraintes opérationnelles, et leur imposer telle ou telle énergie, finalement, ne va faire que freiner la décarbonation, notamment dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, en particulier réglementaires. Le monde du transport est plutôt attentiste parce qu'avec toutes les contraintes qui pèsent sur leurs épaules, ils vont avoir tendance à plutôt retarder des décisions d'investissement et de décarbonation plutôt que choisir telle ou telle énergie. C'est vrai ça, Monsieur Gauthier, vous retardez parce que la réglementation, vous sentez que c'est un peu flou, que ça peut changer du jour au lendemain, ce qui semble ne plus être le cas, hein. Ça a l'air stabilisé, mais on vous écoute. Oui, la réglementation, en fait, l'entreprise de transport, elle est entre son client, qui peut conditionner le transporteur à prendre telle et telle énergie. Il y a la fiscalité, et puis après, il y a l'offre constructeur. Et donc, en fait, quand on a une stratégie, enfin, quand on doit mener sa stratégie d'entreprise, il faut qu'on ait une certaine
durabilité. On ne peut pas se dire j'ai démarré au gaz, puis là mince, il faut que je bascule à l'électrique. Parce que, comme on disait, autour du camion, il y a toute une infrastructure qui coûte cher. C'est clair que l'électrique, pour nous, semble la bonne solution. Néanmoins, un porteur de distribution, comme je disais auparavant, c'est un véhicule qui fait à peu près 40 000 km par an, c'est-à-dire pas beaucoup. Et là, le TCO, il est loin d'être atteint. Avec les prix de véhicules, quand on a commencé en 2021, en 2026, il y a une petite marge qui est descendue, on arrive à avoir un gain. En fait, le constructeur, aujourd'hui, il a, comme on disait tout à l'heure, il n'y en a pas assez pour que ça soit fait en grande série. Il y a un problème quand même sur les batteries, parce que tout le monde n'est pas au niveau des Chinois sur les batteries. Donc, il n'y a pas la même autonomie, il n'y a pas la même, peut-être, coût de production. Et donc, il y a une incertitude, et puis ils ne savent pas la durabilité. Donc, dans les contrats d'entretien, parce que quand on parle de véhicules électriques, bien sûr, il y a le coût d'achat et puis il y a le coût d'entretien. Donc, aujourd'hui, le coût d'entretien, pour faire simple, ils garantissent les batteries 8 à 10 ans. Bon, c'est un package où on se dit qu'au bout de 10 ans, il faut remettre des nouvelles batteries. Mais peut-être que ça n'arrivera pas, parce qu'on voit à l'usage que si on les recharge comme il faut, vous savez qu'aujourd'hui, avec la télémétrie, les constructeurs ont des infos sur vos véhicules et ils voient plutôt une bonne durabilité des batteries par rapport à l'usage qu'on en a aujourd'hui en véhicules de distribution. Bien sûr que si on passe sur des tracteurs qui vont prendre du 600 ou du 1000 kW, là, peut-être que les batteries vont peut-être pas résister aussi longtemps. Donc, mais moi, ce que je vois, c'est que il y a une tendance à l'électrique, elle s'accélère grâce aux offres qui ont été faites sur les véhicules régionaux qui ont 500-600 km d'autonomie, ça c'est clair. Où là, le TCO, on peut s'approcher du diesel, et aujourd'hui, on peut même le dépasser avec un prix de gasoil à 2 €. Si on a négocié un contrat sur de la durée avec son énergéticien, c'est mon cas, on a signé sur 5 ans avec EDF, donc on a plutôt un prix d'électricité stable. Donc il nous reste 4 ans, on l'a signé il y a 1 an. Donc voilà. Alors moi, la menace, en tant qu'Européen, en tant que Français, c'est la Chine, parce qu'ils vont débarquer avec des camions. Ils sont arrivés en Hollande. La Hollande, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de camions électriques. Ils sont à, je crois, 20% du parc. Donc ils commencent par là et ils arrivent avec des camions à peu près à 50% du prix d'un Européen. Donc c'est vrai qu'on a eu les aides ADEME et merci, on a laissé 2 œufs, mais à la fois, je suis complètement d'accord qu'il faut privilégier les aides à l'investissement pour aller vers la transition, plutôt que de subventionner des usages qui, on sait que dans le temps, ce ne sera pas pérenne. Et si on pense à notre industrie, et il faut y penser, moi quand j'achète un camion, même si c'est un Volvo, il est fabriqué à Caen dans l'usine Renault, je trouve que c'est mieux que d'aller chercher un véhicule exotique. Ce sera le débat juste après, donc je ne vais pas trop insister sur l'électrique. Monsieur Dupont, et ensuite la salle. Peut-être dire 2 mots là-dessus. Effectivement, si on regarde la Chine, aujourd'hui, sur le marché du 9PL, ils ont 30% d'électrique. Ça va extrêmement vite, et ils ont un réseau haute puissance qui va aussi de pair. C'est extrêmement impressionnant la manière dont ils sont arrivés. Ils arrivent sur le marché du poids lourd avec des véhicules extrêmement bien conçus, et ce en très peu de temps, parce qu'il y a 5 ans, on n'entendait pas parler, et aujourd'hui ça va vite. Donc il y a et ces véhicules-là, comparativement à des véhicules européens, compte tenu du mix énergétique chinois, compte tenu de la chaîne logistique, de la provenance de l'acier, etc., sont pas forcément, sont potentiellement moins 10 ans d'un point de vue environnemental dans l'analyse du cycle de vie que des équivalents européens ou français. Donc si on prend sur le véhicule électrique particulier, on a mis en place pour le compte de l'État l'éco-score pour essayer de prendre en compte l'impact environnemental, notamment de la production du véhicule, pour donner un indice prix sur le marché et orienter le marché. Et on voit qu'avant la mise en œuvre de l'éco-score, les véhicules chinois, c'était à l'époque d'MG, ils étaient extrêmement présents. Après la mise en place de l'éco-score, on voit que le marché a basculé et que les consommateurs se sont orientés vers des véhicules européens, voire français. On pourrait imaginer effectivement que sur le poids lourd, on ait un dispositif similaire qui permettent de valoriser et de donner un signal prix pour des véhicules qui soient mieux disants
environnementalement parlant, et qui, donc, de pair, permettent aussi de soutenir notre industrie. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs, des remarques, des interactions, des émotions, voilà, le bras se lève, le micro arrive. Vous l'aurez dans 4, 3, 2, 1. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Merci François de Berthier, Cluster Tenlog en Occitanie, qui milite beaucoup pour la transition énergétique. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas évoqué le surpoids qu'il y a dans les camions. Il y a entre 3 et 4 tonnes de batterie à bord d'un camion ou d'un autocar qui limite la capacité d'emport. Et il y a donc à faire face à 3 problèmes dans l'électrique. Premier problème, le prix d'achat qui est entre 2,5 et 3 fois le prix du diesel. Donc un amortissement qui dure souvent 10 ans plutôt que 5 ans. Deuxièmement, le surpoids du véhicule qui limite la capacité d'emport du véhicule. Et troisièmement, l'autonomie. Aujourd'hui, c'est vrai, même s'il y a quelques modèles annoncés à 600 km, qu'on est plutôt autour de 350 km. Donc c'est un handicap. Et personnellement, je pense que le système du bio-GNV reste quand même une avancée spectaculaire, même si elle n'est pas soutenue par l'ADEME, parce que c'est quelque chose qui permet de régler le problème des déchets dans notre pays, qui est un vrai problème. Il y a énormément de municipalités qui ne savent pas traiter les déchets et on fait de l'enfouissement qui est un gaspillage énergétique considérable. Deuxièmement, c'est quelque chose qui permet d'avoir une souveraineté que ne présente pas le camion électrique, parce que les batteries représentent 60% du prix de revient d'un véhicule électrique et sont majoritairement d'origine chinoise, directement ou indirectement par l'intermédiaire des terres rares que ça contient. Donc il faut avoir un raisonnement un peu élargi, un peu plus tourné vers le souverainisme de notre pays. On est trop dépendant de l'étranger et avec l'électrique, on va rester dépendant sur l'approvisionnement en matériaux. Alors je demande une réponse courte parce que à ces questions, on aura des réponses sur le débat d'après. Je ne vais pas me couper l'herbe sous mes propres pieds. Moi, j'avais une question quand même pour vous. Hormis la question, alors vous pouvez réagir hein, sur l'encombrement en batterie qui réduit la charge utile, le surcoût, donc cette question-là, et j'en rajoute une autre, le surcoût lié à l'électrique, est-ce que vous pouvez le répercuter sur vos clients ou pas ? Il y a quelques clients qui nous ont accompagnés, et ça c'est quand le camion sert uniquement à un seul client. Quand on est en messagerie, on est multi-client. En général, un camion de messagerie, il part avec 30 clients et donc c'est mutualisé. Néanmoins, on a certains qui nous accompagnent quand même s'ils savent qu'ils n'ont pas uniquement leur produit. Enfin, il y a d'autres produits dans le véhicule. Concernant le poids, bon, il commence on va avoir une amélioration. Néanmoins, c'est sûr qu'il y aura donc la charge utile qui sera moindre, qui soit moindre, ou alors c'est législativement on donne un petit peu de plus, comme avec les ralentisseurs électriques à une époque, on donnait 500 kg de plus de charge, de poids autorisé sur le véhicule. La technologie avance, c'est sûr que quand on met le moteur électrique sur le pont avec les batteries dans le centre du châssis, c'est quand même mieux. Après, il y a quand même un problème de report de charge, où là, si on veut vraiment avoir des camions avec l'autonomie et donc plus de batterie, il faut presque avoir un 3 essieux pour la charge à l'essieu. Donc ça augmente le coût d'usage. Bon. Tout ça, ça dépend de ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas du tout anti-bio-GNV, pas du tout. Et je pense que dans le cahier des charges aussi de certaines communes, quand on fait du scolaire ou on travaille avec le département, il y a des choses. Et je trouve très bien qu'on utilise le biométhane, que ce soit issu des porcheries ou des déchetteries. C'est vertueux, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense que dans certains types de transport de marchandises lourds où l'électrique n'aura pas sa place, je sais pas, du convoi exceptionnel par exemple, c'est peut-être encore le diesel, c'est peut-être du gaz, j'en sais rien, mais parce que là il faut des gros moteurs, mais l'électrique n'est pas une solution à tout aujourd'hui, et il faut peut-être pas qu'il soit à tout non plus, même dans le temps. Voilà. Roman Potocki, vous aurez le dernier mot pour le coup.
Alors, une toute petite réaction quand même sur la partie coût. Je veux dire, on a parlé de l'impact de la batterie, mais le coût de la batterie sur les 10 dernières années, il a été divisé par 10 et il est prévu qu'il soit encore divisé par 3 dans les 10 prochaines années. Donc ça, mécaniquement, ça fait que le TCO, il se rapproche de l'équilibre entre le diesel et l'électrique. Et la plupart des études tournent entre 2027 et 2029 pour cet équilibre. Donc on est quand même plus très loin. Et d'autre part, je pense qu'il ne faut pas toujours avoir le chiffon rouge de ce cas d'usage n'est pas possible en électrique, donc je ne passe pas à l'électrique. En fait, il y a d'abord tout un tas de cas d'usage de 200, 300 km d'autonomie qui sont possibles. Et ça me fait penser un petit peu aux gens qui disent moi je vais attendre l'âge 2, je fais rien en attendant. Oui, certes, mais là, il faut décarboner demain. Et probablement que dans la salle ou sur le salon, il y a plein de transporteurs qui font des tournées qui sont tout à fait éligibles à l'électrique. Et il ne faut pas leur faire peur à cela. Il faut plutôt les accompagner, leur expliquer et qu'ils fassent des premières expérimentations. En tout cas, il y a une. Oui, alors vraiment. Juste dire, parce que j'ai entendu, l'ADEME ne soutient pas le bio-GNV. Oui, enfin, le oui, GNV, pardon. c'est faux. Enfin, on finance des méthaniseurs. J'ai juste dit qu'il y avait une limite énergétique et physique au fait que ça devienne une solution majeure pour décarboner le parc eu égard à sa taille. Voilà, je précise ce propos. Merci de cette précision que j'aurais dû vous demander, pardon. Merci à vous, madame, messieurs. Manifestement, il y a beaucoup de questions sur l'électrique. Eh bien, vous restez. Débat sur l'électrique à 11h, enfin dans 10 minutes à peu près. Merci. Listen. À midi, pardon. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen.